Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes dispersés dans le foyer du Théâtre des Escales, avec les lumières et mon front fuyant, j'ai de la misère à vous trouver. Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Bernard Blais, je suis directeur du service des loisirs, de la culture et du tourisme de la ville. Et aujourd'hui, on va vous parler de plein de trucs sur l'utilisation des voies publiques pour les différents modes de transport. Résumons ça comme ça. Et j'ai la chance d'être accompagné d'un paquet de personnes qui vont s'adresser à vous pour vous présenter tout ça. Donc, allons-y dans l'ordre, mais là, ils vont juste être présentés. Après ça, vous pouvez les applaudir. Puis vous les applaudirez quand ils auront fini s'ils sont bons et bonnes. Okay? Donc, ça va être comme ça que ça va marcher. Donc, dans un premier temps, la première personne est Joanne Delisle, qui est la vice-présidente de Vélo MRC, un organisme qui voit au développement des circuits cyclables sur le territoire de l'Université d'Abitibi. On a Mme Anita Larochelle, qui est la présidente de la table des aînés de la MRC d'Abitibi. On a Joëlle Dion, de la Sûreté du Québec, qui est agente de promotion, agent d'information, c'est quoi le titre exact? Coordonnateur en police communautaire. Alors, excuse, je suis dans le champ de patate. Coordonnatrice en police communautaire. Et finalement, celui qui se cache à l'autre bout, c'est notre directeur du service technique et de l'environnement, M. Régis Fortin. Donc, je vais laisser la parole, dans un premier temps, à Mme Anita Larochelle pour le mot bienvenue au ciel. Alors, bienvenue à tous. Monsieur le maire n'est pas là, messieurs et dames conseillers, conseillères, messieurs, dames, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous au nom de la table de concertation des aînés de la MRC d'Abitibi. La table, avec la collaboration de la Ville d'Amos, Vélo MRC et la Sûreté du Québec, a participé à l'organisation de cette rencontre d'information et espère que vous trouverez des réponses à vos questions concernant l'utilisation des voies publiques à Amos. En terminant, je voudrais remercier la compagnie Esquerre qui a offert la collation et qui nous donne comme démonstrateur un beau Cadillac quadripode. Bonne journée. Merci, Mme Larochelle. Effectivement, c'est une Cadillac quadriporteur. Quand on va parler de vélo tantôt, on va avoir une dimension plus réduite. Bref, allons-y tout de suite, tout de go, avec la présentation des circuits actifs de la Ville d'Amos. La Ville d'Amos a un règlement sur la circulation sur les voies actives qui permet l'usage, et c'est pour ça qu'on appelle ça les voies actives. Donc, les voies actives incluent les pistes cyclables, et la piste cyclable en site propre. Donc, on appelle ça les voies actives parce qu'ils peuvent être utilisés par les marcheurs, les coureurs, les patineurs à roues alignées, les quadriporteurs et les vélos, évidemment. Donc, tout ça, c'est notre circuit. Au total, on a plus de 12 km de circuits actifs sur le territoire et on est bien fiers de ça. De plus en plus, la population est active. Donc, peut-être, Joanne, si tu peux agrandir, je vois dessus. Peut-être sur le piton ouvert en pourcentage en haut. Ouais, on est là. Oh, good. On va dire avec un 50%, parce que moi, j'ai l'habitude de ne pas faire de la TV. Donc, ici, on va prendre le micro là. Je m'excuse, je fais face à vous autres. Donc, ici, encore ici, on est tout près de Marina-Paris, qui est un point de départ important pour tout le réseau actif de la ville. Ici, la 4e rue, qui est une collectrice qui sépare une partie de la ville du nord vers le sud, ou du sud vers le nord. Ici, c'est la 4e avenue.
et également tout le coin de Amos Est et la petite traverse ici qui mène à la Calypso. Ce qu'on projette actuellement, c'est de traverser sur la 6e directement pour se rendre à la passerelle qui est de ce côté. Donc, ici, c'est tout le réseau actif de la ville, balisé avec des voleurs et des lignes de peinture sur la chaussée. Donc, ça, c'est actuellement ce qui existe par rapport à ce qu'on connaît. Il faut aussi savoir que nos amis des travaux publics, avec Régis et sa gang de niveau technique, ont fait la 4e avenue, si vous savez, c'est une chaussée séparée, bidirectionnelle, où on peut utiliser les vélos et on est à côté du trottoir pour ceux qui connaissent un petit peu mieux le circuit. Donc, on sera du côté ouest. Nouveauté, c'est ici la rue de l'Arcana. Donc, bidirectionnel en sortant de la passerelle pour se rendre jusqu'à la jonction de la route 109 Nord qui mène à Picogane, Saint-Félix, Saint-Dominique, Matagami, etc. Ici, sur la 6e, on s'en vient plus du côté ouest, c'est la 5e en fait, et on peut traverser encore une fois du côté nord vers l'ouest pour aller nord vers le sud, pour aller vers la traverse qui va nous mener sur la 10e avenue et le long de la rue de l'Aricana ici pour traverser en dessous du pont si on veut retraverser ici le pont des Marais. Oui, j'en conviens que le pont des Marais, c'est peut-être pas idéal dans le vélo là, et entre porteurs. Donc, on cherche des solutions sur le coin des lumières ici, en bas du pont. Donc, rapidement, si on continue, les choses projetées ici, c'est la route verte. Donc, on sort de la route 109 et là, on travaille actuellement un tronçon qui permettrait de traverser la route ici, 111, pour traverser vers le chemin de chez Forex. Dans le fond, on passe ça sur les terrains Forex pour s'en aller vers rejoindre ici la rue de la Rivière. Tout ça va nous mener pour la suite de la route verte, ici sur l'avenue Bouchard, et ici sur la route 111 ouest qui va nous mener vers la Sarre. Et on se souvient ici que la chaussée est séparée des deux côtés avec 1,5 mètres pour aller vers la Sarre et revenir vers la Sarre. On se rend avec ça jusqu'à Tachereau. Par la suite, on peut traverser, et ça, c'est notre nouvelle piste, notre piste cyclable en site propre, qui est asphaltée, même tout à l'autre, jusqu'à maintenant. Et également, on trouve, là, je ne cherche pas de chicane, mais le mot, c'est des chicanes, pour empêcher des gens en 4 roues, en quad, de traverser ici, parce qu'il y a quand même un sentier projeté de quad ici, qui est existant. Ensuite, on traverse ici, on est rendu sur le territoire de Tressesson à Amos, et ici c'est Tressesson. Donc on a aménagé, on va aménager à court terme des espaces asphaltés ici sur le chemin des Sucriniers, pour prendre le chemin ici, pour s'en aller, ici sur le chemin Saint-Léotard, le chemin des Castors ici, où on peut utiliser pour des vélos, et là on est carrément à Tressesson. Et là, on a inventé une petite traverse ici, tout près du lac Beauchamp, pour rejoindre le tour du lac Beauchamp qu'on peut réaliser à vélo. Donc, en termes de voies actives, c'est tout ça. Et la réglementation municipale touche l'ensemble de ces éléments-là par rapport à l'utilisation pour la marche, la course, les quadriporteurs, les patins à roues lignés qui sont dans nos règlements municipaux. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur les voies actives de la ville. Oui? Principalement, Oui? entre la deuxième et la troisième avenue, Oui? face au parc à cathédrale, Oui? c'est une voie cyclable qui va Oui, la petite construction du petit muret de béton, effectivement, c'est une voie cyclable qui va être là. Les gens du service technique, Régis, pour en parler plus tantôt, là, vont travailler à recentrer la voie de circulation automobile. Parfait. D'autres questions là-dessus? De toute façon, vous pouvez en poser tout au long de la présentation, soit à moi ou aux autres intervenants.
Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Bien, moi, dans le fond, je remplace M. André Bilodeau. C'est lui qui devait faire la présentation. Puis, pour un contretemps de sa part, il m'a demandé de le remplacer. Et c'est avec un énorme plaisir que je le fais. Donc, maintenant, au niveau du vélo, moi, je vais vous parler un petit peu plus de l'équipement sur un vélo, puis certaines règles que ça se pourrait que je répète, là, puis que Joël a parlé, puis que Joël va rajouter aussi pendant ma présentation. Fait qu'on fait un travail d'équipe, hein? Je suis prête. D'accord. Non, ça de... Ouais, je pense que j'ai été trop épiton, hein? Bernard! Passer à l'autre. Oui, c'est ça, là, j'ai pesé. Je m'excuse. C'est la pratique. Premier à soir, je ne fais pas l'erreur. Et voilà. C'est le bouton rouge, hein? Non. Tu prends les pitons, les flèches. Oui. À droite. Celle-là, ici, là? Ah. Ah, c'est ça. C'est, monsieur. Merci, Bernard. Donc, certaines personnes doivent avoir déjà vu ça, cette petite banane bébé jaune-là en ville. Joël, est-ce que c'est vraiment considéré comme vélo? Moi, je ne l'ai jamais vu. Ah, nous, on la voit souvent. Ça appartient à André, là. Mais c'est ça, tu pédales avec ça, fait que j'imagine que ça doit être comme les mêmes règles que pour les vélos. Donc, l'équipement obligatoire. Bon, on a un petit vélo ici, fait que si jamais c'est pas clair, dites-le, on montrera, on pourra vous montrer là, l'endroit exact. Donc, en premier, effectivement, ça prend un réflecteur blanc. En deuxième, le réflecteur peut être blanc ou jaune parce qu'on voit que c'est sur le bouton rouge. Tu pèses sur le rouge pour indiquer la petite... c'est ça. Donc, en deux ici, blanc ou jaune, pour le petit réflecteur qu'on trouve sur la roue. Ensuite, il y a le réflecteur rouge que lui, on retrouve ici en arrière. Il y a différentes façons. Il y en a que c'est ordinaire, il y en a d'autres. J'ai un exemple ici. Celui-là, comme parlait tout à l'heure Joël, à noirceur, il faut être vraiment vu, mais aussi en plein jour, on pourrait l'utiliser. Il va flasher, il y a différentes fonctions. Il y a, il ne bouge pas, là, il reste vraiment fixe, puis il y a d'autres, bien, c'est certain. Je pense que, par exemple, mettons, quand on va faire du vélo au petit train du Nord, dans le coin de Mirabel, il y a des tunnels d'arbres, mais bien que c'est quand même assez sombre. Puis si tu as un petit peu de soleil qui traverse ça, bien, on est content de voir des vélos qui flashent autant d'en avant qu'en arrière. Donc, je pense que c'est vraiment un plus. Il y a différents prix. Il y en a que tu peux brancher avec les USB, là, fait que tu peux partir de là-dedans 10 à 150 là. Mais je pense que vous pouvez trouver des choses vraiment pratiques, pas chères, mais nécessaires. Donc, on a parlé du réflecteur rouge en arrière et en 4, le blanc ou rouge aussi qu'on retrouve sur la roue, où aussi on voit que le pneu aussi peut être réfléchissant.
5, on dit que c'est sur le pédalier. Sinon, il y a des bandes réflectantes autour des chaussures et des chevilles aussi qu'on peut acheter, puis qu'on insère là aussi autour de notre pantalon. Donc ça, c'est des équipements obligatoires. Autres articles sont utiles aussi. On dit que pour que les usagers de la route vous voient plus facilement, on vous recommande de porter des vêtements voyants ou encore munis de bandes réfléchissantes et d'équiper votre vélo d'accessoires de visibilité. On peut ajouter à notre vélo un miroir qui est bien pratique, hein, un miroir qui s'ajuste facilement. Une clochette, c'est pratique la clochette là, quand on est sur une piste cyclable, même une voie cyclable. Comme tout à l'heure, moi j'étais sur la voie cyclable en face du CHSLD. J'étais dans ma bulle, là. Puis la personne était bien correcte, la cycliste a été correcte, mais elle me dit attention, j'ai fait un de ses sauts. Fait que peut-être si elle avait eu une petite clochette, elle aurait pu sonner plus tôt. Fait que ça m'aurait évité, là, à un moment donné, j'ai fait OK, bouge pas, tu restes à droite, elle va dépasser à gauche pour pas qu'elle me rentre dedans. Mais la clochette peut être pratique. Comme mentionnait Joël, un fanion sur le côté aussi est bien pratique. Un dossard, c'est important. Les bandes réfléchissantes sur les jambes, le cadre du vélo et les sacoches. Faut pas gêner, on en met plus que moins. Le pince-pantalon aussi, comme je mentionnais, il y en a des réfléchissants. Les pneus, comme on mentionnait. On a aussi, comme on dit tout le temps, on a une tête, hein, puis il faut la protéger. C'est sûr qu'au niveau du cycliste, la loi n'oblige pas le port du casque, mais il est fort recommandé parce que le casque, on sait qu'il peut protéger beaucoup des traumatismes crâniens. On dit, des petites statistiques rapidement que j'ai lues, la blessure à la tête, là, ça contribue à 60% des décès au niveau des cyclistes. Donc, c'est énorme. Et le casque, j'en ai un ici. Le casque, c'est important. Oui, on dit le casque, mais il faut le protéger aussi. C'est comme tout autre équipement qu'on a, que ce soit un casque de sécurité, mais le casque du vélo aussi, il faut le protéger. Si on le laisse toujours au gros soleil, si fini, on le jette à terre, il a beau avoir une année d'expiration, mais ça se peut qu'il était bon pour 5 ans, mais le fait que tu n'as pas porté attention, tu ne l'as pas mis à l'abri du soleil, tu l'as garoché, il est peut-être bon rien que pour 1 an. Fait que ça aussi, c'est pas parce qu'il y a une date d'expiration que ton casque est nécessairement bon. Il faut que tu en prennes soin, comme ton vélo, tu ne garoches pas à terre, ton casque, c'est la même affaire. Prenons-en soin. Donc, lui va prendre soin de notre tête aussi. D'autres articles aussi. Bon, il y a le panier, il y a le porte-bagages, le fanion que j'ai parlé, du rétroviseur, klaxon de la clochette. Je vais toutes les notes. OK. Donc, pour ce qui est des vélos puis l'assistance électrique, il y a une différence entre un scooter électrique puis le vélo avec l'assistance électrique. C'est le pédalier. Contrairement aux scooters, les vélos électriques n'ont pas besoin d'être immatriculés. Cependant, pour les 14 ans à 17 ans, la classe 6D, même qu'un scooter, est exigée. De plus, il est obligatoire de porter un casque si tu prends un vélo électrique. Il y a une puissance maximale du moteur, c'est 500 watts. Puis l'âge minimum pour prendre un vélo électrique, c'est 14 ans et plus. La vitesse maximum, ça va à 32 km. Est-ce que je peux circuler avec mon vélo électrique? Oui, sur les voies publiques, les pistes cyclables, mais surtout pas sur les autoroutes. Comme mentionnait Joël tout à l'heure. Même les cyclistes ne peuvent pas aller sur les autoroutes, hein, Joël? Un cycliste ne peut pas aller sur les autoroutes non plus. Les vélos avec un petit moteur à essence, c'est non.
Les signaux de circulation à vélo. Il y a des règles à respecter. Des notes. Donc, il y a des règles à respecter. À vélo comme en auto, au Québec, le Code de la sécurité routière oblige notamment le cycliste à rouler aussi près que possible du côté droit de la chaussée en tenant compte de l'état de la chaussée des risques d'emportiérage, qui veut dire les portes d'auto qui s'ouvrent. Et le cycliste peut toutefois quitter le côté droit de la chaussée s'il s'apprête à effectuer un virage à gauche. Signaler ses intentions de virer à gauche ou à droite, sauf si la manœuvre met en péril sa sécurité, sur une distance suffisante pour être bien vu par les autres usagers. Donc, un virage à gauche, le virage à droite, de deux façons, et ralentir ou arrêter. Autre piège à bobo. Donc, Joël va parler un petit peu tout à l'heure. Il faut toujours suivre le trafic. Il faut c'est ça. C'est important, effectivement, de suivre le trafic. Puis si on est 2-3, bien, on est un en arrière de l'autre. C'est pas 2-3 à côté. Puis, s'il y a des trottoirs, on évite. On ne peut pas aller sur le trottoir. Puis, on doit s'assurer de céder le passage aux piétons. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Joël? Oui. Donc, il y a une nouveauté depuis le 18 avril 2019 en lien avec les obligations que les cyclistes ont de laisser la priorité aux piétons. Donc, il y a des articles au Code de sécurité routière qui se sont ajoutés. Donc, le cycliste doit laisser la priorité aux piétons en tout temps. Il doit aussi laisser la priorité aux piétons aux lumières. Et les feux rouges, ils doivent s'arrêter au feu rouge. Et s'ils veulent tourner à droite sur un feu rouge comme un automobiliste, ben, ils doivent également s'immobiliser comme le ferait un automobiliste avant de tourner à droite sur le feu rouge. Et puis s'il y a un piéton, il doit laisser la priorité au piéton. Fait que ça, c'est une nouveauté. Est-ce que je peux me permettre une question là-dessus? Effectivement, s'il y a une lumière rouge, comme on peut voir là, il y a défense. L'automobiliste n'a pas le droit de tourner à droite, là, parce que c'est défendu, admettons, là, quand il y a sa lumière rouge. Mais il y a une lumière pour piéton. Le cycliste, peux-tu choisir de prendre la lumière de piéton ou bien il faut absolument qu'il prenne lumière d'automobile? Je sais pas si tu comprends. S'il y a une lumière pour piéton, normalement, s'il traverse l'intersection sur son vélo, là, il devrait prendre la lumière d'automobile. Mais s'il traverse l'intersection à pied, il pourrait prendre celle de piéton, peser sur sa lumière, traverser à pied, et puis il serait considéré comme un piéton. Parfait. Fait que si je ne suis pas à pied avec mon vélo... Là, je vous réponds en logique, là, mais... S'il y en a qui veulent la réponse sûre à 100%, là, venez me voir, je vais vous rappeler. Okay, ben, c'est parce qu'effectivement, premièrement, je suis une personne qui me pose la question. Parce que des fois, on s'estime, il me dit, ben oui, on traverse avec les piétons, mais là, on pédale avec la lumière piéton. Ouais, c'est correct de le faire également. C'est mieux que de passer sa rouge comme oui, on en okay. D'accord. Écoutez, je ne penserais pas qu'il y ait de constat d'infraction qui soit donné à un cycliste qui traverse sur une lumière de piéton, mais il faut vraiment qu'il laisse la priorité aux piétons. Puis qu'il s'assure que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu veux utiliser la chaussée, tu veux profiter des feux de circulation, tu veux aller plus vite. Dans le fond, ce que les cyclistes veulent souvent, c'est de ne pas s'arrêter, ils veulent juste continuer leur chemin. Mais c'est pas ça qui est prévu par la loi. Ils doivent faire eux autres aussi leurs arrêts, et respecter les lumières et respecter les piétons. Puis c'est nouveau cette loi-là, les cyclistes n'ont pas la priorité que les piétons ont. Fait qu'ils doivent s'immobiliser. S'il y a un feu pour piéton, puis qu'il veut l'utiliser, mais qu'il n'y a pas de piéton, je pense bien qu'il est correct. C'est parce que des fois, tu traverses, en tout cas plus encore en sécurité, en utilisant le feu piéton qu'un feu... Oui, mais le cycliste peut utiliser le feu de signalisation du véhicule. OK. Merci, Joël.
Maintenant, un autre petit piège à bobo, c'est sûr que quand on parlait là, de faire attention, là, en tant que cycliste, il faut toujours s'assurer puis de repérer les dangers potentiels. Tu sais, c'est pas de dire, oh, ben moi je suis un cycliste, puis j'ai des règles, puis c'est les automobilistes qui doivent tout le temps faire attention, mais non. En tant que cycliste, il faut avoir un comportement, nous aussi, le cycliste, là, de prudence. Donc, effectivement, on passe vis-à-vis des endroits où on peut s'attendre à ce qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Soyons vigilants en tant que cycliste. C'est certain que le coupable là-dedans, c'est l'automobiliste. Parce qu'il a ouvert sa porte, puis mais il reste que c'est toi, le cycliste, qui peut être blessé beaucoup plus que la personne. Oui, l'automobiliste pourra peut-être avoir une amende, mais ça ne fera pas plus mal que son portefeuille, tandis que nous, on peut être blessé autrement, le cycliste. Donc, Joël le mentionnait, toujours s'assurer du regard visuel, c'est important. Assurons-nous, j'ai ton regard, on l'a, fait qu'on se fait des signes un petit peu comme quand on fait un catstop, hein, on essaye de se regarder, des fois on est arrivé qui est le premier, on ne le sait pas, mais prenons le temps. Je pense qu'on n'est jamais assez pressé pour s'assurer de notre propre sécurité. Aussi d'autres pièges, mais on le montre ici, un bel exemple. Je te regarde les yeux, tu me regardes les yeux. On n'est pas obligé de deviner quelle couleur ils sont, mais c'est important qu'on se les regarde. On utilise aussi des gestes, on a les yeux, mais il y a deux façons, on l'a mentionné tout à l'heure. C'était à gauche à l'intersection. S'il y a beaucoup de trafic, on suggère, s'il y a effectivement, ça peut être des lumières de piétons, mais aussi traverser en L. Tu sais, fait qu'au moins, tu es certaine de bien traverser. Oui, ça va être plus long en tant que cycliste, c'est certain, mais tu as des chances d'arriver chez vous vivant. Joël l'a mentionné, non aux écouteurs, les deux oreilles, c'est défendu. Cellulaire à la main, non plus. 2 sur un vélo, quand c'est pas prévu, c'est non. Les vélos adaptés aussi quand on a des jeunes enfants, il faut absolument que ce soit des sièges conçus pour ça. Intéressant, celui qui est en avant, on voit ce qui se passe avec notre enfant. Et non, on ne peut pas utiliser les poignées de vélo pour en faire des bons sièges, comme dans notre bon temps, je parle du mien, mon bon temps. Ça non plus. Et aussi, quand on roule, mais c'est toujours à file indienne. Normalement, on essaie tout le temps, si c'est plus grand, oui, tu peux être 2, mais normalement, c'est un en arrière de l'autre. C'est bien important. Parce que souvent, on entend aussi, quand on utilise la route verte, en tout cas, moi, j'entends souvent ce commentaire-là. Tu as 3 cyclistes, là, tu en as un qui est sa ligne quasiment blanche, au milieu, puis, effectivement, là, tu sais, on fait comment ça, qu'ils ne sont pas plus un en arrière de l'autre. On peut comprendre, parfois, s'il y a un cycliste qui est sa ligne blanche, ça se peut que sa voie n'était pas belle du tout. Mais normalement, c'est un en arrière de l'autre à file indienne. Et je pourrais rajouter qu'au code de sécurité routière, c'est un maximum de 15 cyclistes oui, dans un peloton de cyclistes. C'est vrai. Donc, s'il y en a plus, il peut y avoir une infraction. Et aussi, on a que ce soit, si c'est en bas de 50 km, il faut respecter 1 mètre. L'auto doit laisser 1 mètre de distance entre son auto et le cycliste. Si c'est en haut de 50 km, tu me corrigeras si c'est pas ça. Si c'est en haut de 50 km, il faut laisser 1,5 mètre. Oui, c'est ça. C'est ça? Ouais. OK. Puis, comme on disait, tout comme l'automobiliste, le cycliste doit respecter les panneaux et les feux de circulation. Joël l'avait mentionné. Elle l'a dit, pas de boisson, pas de drogue, on n'a pas le droit en vélo, c'est très clair. Donc, parce que oui, peut-être que tu ne pourras pas saisir ton vélo, mais ça se pourrait que tu sois à l'hôpital avec ben amoché aussi. Il y a les références que vous pouvez, c'était vraiment un sommaire, et vous pouvez vous adresser, comme mentionnait Joël, à SAAQ et non la SAQ, mais bien la SAAQ. Donc, si vous avez des questions, ça me fait plaisir de répondre. J'ai laissé certains des clients sur une petite table avant de sortir en lien avec les cyclistes, en lien avec les piétons, les cellulaires au volant, les AMM.
Les AMM, l'aide à la mobilité motorisée, c'est un projet pilote qui va se terminer en 2020. Donc, j'ai imprimé le projet pilote au complet. Oui, c'est ça. Ça, c'est concernant les cyclistes, ça, monsieur. S'il y en a qui en veulent, vous pouvez aller en chercher. Et puis, s'il y a des questions, ben, on est disponible. Alors maintenant, pour compléter, au niveau de l'aménagement sur notamment la première avenue, on va demander à M. Régis Fortin, directeur du service technique et de l'environnement de la ville, de vous expliquer ce qui va être fait au niveau de l'accessibilité universelle sur la première avenue. Alors bonjour tout le monde. Bernard m'a si bien présenté. Le service technique, en fait, est là au sein de la ville. Nouveau service qui est là pour la planification, la réalisation et voir que les grands projets d'envergure sur le territoire de la ville d'Amos soient menés à mon compte. Donc, je vais juste vous remettre en contexte le pourquoi que certains aménagements ont été faits, mais surtout le pourquoi où on a dû faire des choix et certaines concessions dans le grand projet d'envergure du changement de première avenue. On trouvait la vitrine d'utilisation des voies publiques intéressante pour, pas nécessairement justifier nos choix, mais au moins en parler, et parce que c'est un projet qui fait couler beaucoup d'encre, c'est ainsi. Mais c'est un projet qui ne fait pas nécessairement l'unanimité, mais au moins quand on connaît les raisons, on est capable au moins d'accepter certaines choses dans un projet comme ça. Donc, juste pour vous mettre en contexte, vous voyez les images, on part de l'existant où c'est des voies extrêmement larges, donc ce qu'on était accoutumé d'avoir en général à Amos, donc des voies circulaires très larges, où plus les chaussées sont larges, plus les coûts au niveau d'entretien municipaux, ça va avec la largeur des rues. Donc, plus que les rues sont larges, plus ça coûte cher à entretenir et tout ça, et tout va avec ça. Donc, dans le concept de la première avenue, ce qu'il faut comprendre, la prémisse de base, c'est que les infrastructures souterraines étaient désuètes. Donc, quand on parle d'infrastructures souterraines, c'est les services d'aqueduc, les services d'égout. Donc, quand on a des refoulements à répétition dans les commerces et les bâtiments d'une section de rue, c'est un très bon indicateur que les conduites souterraines sont désuètes et qu'il faut faire ces changements-là. Donc, nous, on avait eu ce constat-là quand même assez depuis un certain temps. Donc, c'était à peu près aux alentours des années 2010-2011 qu'on savait que les conduites étaient quand même assez désuètes. Donc, à partir de ce moment-là, la ville a planché sur le réaménagement donc, de la première avenue, principalement pour changer les conduites souterraines, mais également pour en profiter pour réactualiser, mettre au goût du jour avec les nouvelles vocations de certains centres-villes. Donc, remettre à la page un petit peu le centre-ville pour le rendre un petit peu plus attractif et notamment au niveau piétonnier, bien que ça peut faire un petit peu l'objet de certaines critiques, mais au niveau piétonnier, on commençait à avoir un historique d'accidents et d'incidents dangereux avec des piétonniers, si les gens sont du coin d'Amos. Vous allez vous souvenir que oui, il y a eu des piétons qui sont fait frapper à des intersections. Donc ça, je pense qu'il fallait, à un moment donné, mettre un coup de barre puis corriger la situation. Donc, les premières firmes qui ont travaillé sur le dossier, on parle aux auteurs de 2012, puis c'est des firmes qui sont plus spécialisées dans l'aménagement urbain, donc des spécialistes plus en aménagement et en urbanisme, qui ont planché sur certains concepts. Et là, on parle de la première avenue qui va être visée dans son ensemble, donc de la 6e à la 4e avenue. Mais cette firme-là a fait des constats et proposé des solutions ou des types d'aménagement en fonction de ce qu'un peu les membres du conseil et ce que les groupes de consultation aussi ont mis à la conclusion. Donc ça, c'est tout un long processus, là, je ne passerai pas à travers tout ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un concept préliminaire qui avait été fait, et dans ces concepts-là préliminaires, on décide de certaines grandes orientations. Et les grandes orientations qui ont été statuées dès le départ, c'était l'accessibilité universelle pour l'ensemble des commerces et des bâtiments de la première avenue. Donc ça, je vous rappelle, Bernard l'a dit tout à l'heure, c'est un petit peu ça qu'on vous présentait aujourd'hui, parce que ce choix-là a amené des décisions qui ont été pas faciles pour les membres du conseil et puis l'équipe technique, mais c'est avec ces choix-là que malheureusement, il a fallu faire certains compromis. Donc, accessibilité universelle, ça a été la prémisse de base, la première, qui a été maintenue tout le long, et aussi l'accès à sécurité aux piétons et redonner un petit peu cet axe commercial-là, beaucoup plus une vocation piétonnière que véhiculaire. Donc, comme je dis, ça, c'est les grands principes qui ont été déterminés. On a parlé beaucoup de vélo. Oui, il y a eu des grandes discussions sur la piste cyclable au niveau de la première avenue. C'est une des premières concessions qui a été faite. Donc, ce n'était pas nécessairement d'aménager une voie cyclable directement dans une artère commerciale comme ça,
mais plutôt d'aménager des stationnements aux vélos aux intersections et de faire converger nos cyclistes et nos vélos vers le centre-ville. Et donc, nos gens en vélo sont déjà habitués de faire une certaine partie de transport actif. Donc, à partir de ces stationnements-là, peuvent aller circuler sur la première avenue, entre autres, à pied pour le restant du trajet. Donc, on a parlé tantôt, vous allez voir et vous avez vu certains petits aménagements qui commencent à être faits, mais qui seront faits aussi au fur et à mesure que les phases seront complétées à la première avenue pour faire converger les piétons, notamment sur la principale nord. Donc, ça va être fait aussi dans les prochains mois et semaines et années à venir. Donc, au départ, comme je l'ai dit, il faut bien comprendre que c'est des concepts préliminaires, donc c'est des grands enlignements qui avaient été faits. Donc, on parlait de conserver quand même du stationnement en épi, au 45, comme les gens l'appellent ici, là, des deux côtés de la rue. Donc, même à l'époque, on pensait qu'avec les accès universels, les piétons et les stationnements au 45, on avait le bon espoir que ça allait rentrer tout ça dans l'espace qu'on avait disponible. Bien, ça, c'était le constat que les gens, il faut comprendre. C'est qu'ils n'ont, finalement, après tout ce beau travail-là, oui, des premières esquisses, tout ça, mais sans nécessairement aller trop loin et dans toutes les normes qui existent au niveau des accès universels, bien, force est d'admettre que malheureusement, le premier constat est le constat douloureux qui a été fait. Malheureusement, il n'y a pas assez d'espace, même si c'est une avenue qui était hyper large, il n'y a pas assez d'espace pour avoir tout ce qu'on désire. Donc, à ce moment-là, même si on avait déjà des très belles esquisses de ce que pouvait ressembler le centre-ville, bien, malheureusement, c'est pas ça qu'il a fallu faire des compromis, c'est pas ce résultat-là final qu'on a pu mettre. Donc, suite de ça, nous, le projet est cheminé. Il y a eu une période où, question budgétaire et tout ça, c'était peut-être pas propice à réaliser l'ensemble des projets, mais nous, le projet a redémarré autour des années 2017. Donc, on a retravaillé avec des professionnels qui étaient beaucoup plus dans les travaux de construction, donc de génie civil et d'architecture, architecture de bâtiments aussi, mais de paysage, pour aller vraiment plus pousser dans le projet et monter les plans et devis finaux pour la réalisation du projet. Donc, on l'a dit, on a maintenu les grands principes. Donc, les grands principes, c'était, de redonner cet axe-là beaucoup plus piétonnière et de végétation. Donc, c'était la sécurisation des piétons, des intersections, mais aussi que le piéton se sente bien et invité dans ce concept-là. Donc, le confort, l'attrait du piéton et la protection du piéton qui étaient les prémices de base. Et l'autre, bien, c'était de mettre des accès universels à l'ensemble des commerces et des propriétés de façon sécuritaire, oui, mais conforme aussi aux nouvelles normes du Code du bâtiment et tout ça. Donc là, présentement, quand vous circulez sur la première avenue, vous voyez des petits accès universels en bois, mais soyez assurés que c'est aucunement ce que vous pouvez imaginer qu'il va y avoir. On va le voir dans certaines situations, c'est des accès qui deviennent monstrueuses. Pourquoi? Parce qu'il y a des normes à respecter au niveau des pentes, au niveau de l'accessibilité, mais la particularité, ce qu'il y a aussi à la première avenue, c'est qu'il n'y a pas de marge. Hein? Donc, nos trottoirs accotent les bâtiments. Donc, le commerce qui veut un accès universel, bien, il faut qu'il soit dans le trottoir, il n'y a pas le choix. Donc, ça fait en sorte aussi que c'est des structures qui sont longues, comme vous voyez ici, mais ça fait aussi, la particularité aussi, c'est que même à l'intérieur d'un seul bâtiment, s'il y a 4 portes, bien, dans bien des cas, il n'y a pas une des portes qui est au même seuil. Donc, ça fait des structures, ça fait des paliers, ça fait des immenses aménagements. Donc, c'est pour ça que là, présentement, les gens ont l'impression, oui, mais les trottoirs sont donc bien larges, mais attendez que les accès soient construits, vous allez voir que à certaines places, il ne restera pas tant d'espace que ça. D'où le compromis qu'on a dû faire de la portion nord, qui est maintenant du stationnement parallèle au lieu que du stationnement 45. Donc, tout ça pour vous emmener que pour l'aménagement de trottoirs ou de voies actives, il y a quand même une certaine notion de base qu'il faut respecter. Donc, quand on parle du piéton, on parle toujours d'un confort d'à peu près 1 mètre par piéton pour que ce soit confortable. En fait, c'est 0,9, vous voyez sur la feuille, mais peu importe. Et quand on parle de gens à mobilité réduite avec une chaise roulante particulièrement, bien là, on tombe à 1,2 mètres. Donc, nous, on s'était dit que quand même, si on veut un centre-ville qui est convivial, qui est accessible, il faut au moins qu'il y ait une personne à mobilité réduite, donc en chaise roulante, et si possible, un piéton qui puisse l'accompagner. Donc, 2 de large, 2 mètres de large, 2 personnes différentes, mais qui donnent à peu près 2 mètres de large. Donc, quand on commence à mettre tout ça dans l'équation, on parle de 1,8 à 2 mètres, quand on met ça dans l'équation, on va le voir plus loin, c'est là qu'il commence à avoir beaucoup de problématiques. Et les fameuses avancées de trottoir. Bon, les avancées de trottoir, ça a l'avantage, et c'est designé en fonction de ralentir le trafic. Donc, quand les automobilistes critiquent beaucoup les avancées de trottoir, qui parfois sont grandes, mais il y a une raison à ça, c'est parce que c'est fait pour ça. Donc,
oui, on veut sécuriser le piéton au centre-ville, mais il faut aménager des structures pour ralentir le piéton. C'est pas juste de le ralentir, mais c'est aussi d'augmenter sa vigilance. Donc, oui, tu arrives à une structure, une espèce d'étranglement qui demande une meilleure concentration et, par le fait même, va sécuriser le piéton. Donc, ça, c'est tous des petits aménagements. Puis, ceux qui, quand vous voyagez un petit peu, vous voyez que ce n'est pas spécifique à la ville d'Amboise. Des avancées de trottoirs comme ça pour sécuriser les centres-villes, c'est coutumier. Donc, ici, là, vous allez voir, c'est des photos qui datent. Là. Malheureusement, ça a changé de vocation, mais peu importe. L'édifice qui était le Vidéotron jadis, qui est maintenant le Centre du travailleur. Donc, il y avait déjà son accès universel, mais c'est un accès universel qui n'était pas conforme. Donc là, quand vous voyez à côté, quand on commence à mettre des normes et des restrictions d'aménagement, c'est que ça donne un accès universel de cette envergure-là ici. Là. Donc, 2 paliers, une longue montée pour respecter les pentes, une première porte et ça. Donc là, si vous voyez en agrandi ce que ça donne ça. Donc là, tantôt, on parlait du 2 mètres. Donc, quand on a une structure comme celle-là, bien là, on a à peine le 2 mètres de dégagement pour avoir un piéton et pour avoir une chaise roulante en même temps. Ça, c'est quand on compte les fameux grilles que vous voyez, les grilles cabotis qui servent à conserver et à protéger les arbres. Donc ça, ici, c'est les grilles cabotis que vous voyez qui sont déjà aménagées. Donc, si on parle juste de trottoir, on se retrouvait à 1,2 mètres. 1,2 mètres qui est à peu près juste pour une chaise roulante seule et à peu près pour un piéton qu'on a dit qu'il était 0,9 mètres. Donc, de là, comme je vous dis, ça amène déjà certaines restrictions et ça, malheureusement, vous voyez une vue de haut que ça représentait. Donc, l'espace pour le piéton, on le veut grand, on le veut invitant. Donc, là, on commençait déjà à avoir des restrictions. Ça, ici, c'est l'ancien Intersport, c'est le bureau d'assurance et la Baneros maintenant. Donc, ça aussi, ça donnait une immense structure parce que, là, en plus, maintenant, vous avez une autre porte qui est ici, qui est chez un vétérinaire, puis le poêle. Donc, ça donnait déjà une immense structure, mais les portes ne sont pas tous au même niveau. Et là, ici, il faut même rajouter une porte. Donc, ça donne aussi une immense structure comme ça, qui donnait un espace vraiment strictement piéton de 0,35 mètres, même pas pour un piéton. Et là, on ajoutait la grille cabotie de l'arbre que vous voyez ici. Là, on est à 1,2 mètres. Donc, à peine pour une chaise roulante. Donc, la chaise roulante, on faisait quoi avec? On veut, je vous rappelle, je mise là-dessus, mais on voulait un centre-ville accueillant pour le piéton et sécuritaire pour le piéton. Donc, d'où là le constat que si on maintenait du stationnement au 45, malheureusement, ça ne marchait pas, il y avait un conflit. Donc, là, le choix difficile, c'était du côté nord, donc du côté de ces commerces-là. Malheureusement, ça devenait du stationnement en parallèle. Donc, comme je dis, l'avantage, c'est que la même prémisse de base, donc l'accessibilité universelle et l'aspect piétonnier étaient maintenus du départ jusqu'à la fin. Donc, les membres du conseil ont été conséquents de leur choix et ont maintenu ces décisions-là. Ils ont malheureusement fait un compromis pour le stationnement, mais ça, c'est peut-être des choses qui vont être réglées ou amoindries avec le temps en fonction de peut-être des stationnements qu'on réaménage ou qu'on découvre qu'on pourrait utiliser à d'autres façons aussi. Donc, là, vous voyez, c'est peut-être un petit peu petit, là, mais à chaque entrée de commerce, là, on part ici, c'est le boulevard Mercier à proximité du pont, mais presque chaque commerce, mis à part ceux qui sont au même niveau du trottoir, mais chaque commerce aura quand même son accès universel d'envergure, ce qui fait en sorte que, là, je vous le dis, c'est un bémol qui est important, mais ce qui est important de comprendre, c'est que la ville aménage les structures au niveau trottoir pour l'ensemble des commerces, mais malheureusement, la ville n'a pas la responsabilité d'aménager à l'intérieur du commerce. Donc, malheureusement, il y a peut-être dans des commerces que les gens vont accéder, mais qui vont se buter à une ou deux marches. Mais ça sera au propriétaire des commerces de s'ajuster au fil du temps et de rendre accessible leur commerce aussi de leur côté. Donc, ce qu'on est en mesure au moins d'avoir, vous voyez la ligne noire ici, c'est vraiment la coupe que vous voyez en bas, qu'on voit aussi en agrandi. Donc, même si on a une structure d'accès universel de 2,5 mètres, il nous reste quand même une bonne largeur de trottoir de 3,4 mètres. On a parlé tantôt de 2 mètres, 2 mètres 2 pour avoir une bonne largeur. La lignée d'arbres, un autre mini-trottoir qui peut servir aussi dans certains cas, notamment l'été parce qu'il va y avoir certains aménagements de terrasses. Et notre stationnement parallèle et les 2 voies véhiculaires et le stationnement à 45 degrés.
Donc, quand on parle d'accès universel, donc vous avez ici l'ancien Frédéric-Sorette qui fait partie des grands aménagements, donc ça fait partie des choix qui ont mené au design actuel de la première année. Quand on parle de traverse piétonnière, bien là, dans le tronçon entre la première rue et la principale, bien, il y en a une ici. Donc, on l'a mentionné tantôt à plusieurs reprises, il faut que les gens prennent le réflexe d'utiliser ces traverses-là, parce que s'ils ont été conçus pour ça, c'est là que le piéton est le plus sécurisé aussi. Donc, ça, on voit ici la traverse piétonnière, donc les gens vont pouvoir circuler ici de façon sécurisée. Ça fait partie des grands questionnements. Vous, là, on ne le voit peut-être pas ici, mais je vais reculer un petit peu. Ah! Peux-tu me ressusciter ça? Voilà. Ici, beaucoup de questionnements aussi sur les avancées de trottoir. Donc, les avancées de trottoir, oui, sont assez imposants, mais ici, c'est l'avancée de trottoir de la principale. Donc, je pense que c'est une qui fait beaucoup l'objet des critiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on l'a mentionné tantôt, on aménage une voie cyclable sur la principale nord, là, qui va, oui, relier tout le grand secteur de la sortie de la passerelle, donc de la 4e avenue et tout ça. Donc, les gens vont pouvoir converger vers le centre-ville par ici. Donc, présentement, il y a du stationnement parallèle ici aussi, mais ce qui n'est pas délimité encore, c'est une voie cyclable. Donc, une voie cyclable de 3 mètres plus du stationnement parallèle. Donc, c'est pour ça que ces aménagements-là sont faits pour protéger ces deux structures-là, qui est la piste cyclable et du stationnement parallèle. Donc, c'est pour ça qu'ici, des fois, ça porte à confusion ou ça fait l'objet de beaucoup de critiques. Mais oui, elle est immense, mais oui, c'est parce qu'elle va protéger aussi une future piste cyclable qui est vers le nord sur la principale. Donc, ça fait partie, je pense, que c'est la plus complexe et la plus imposante, là, mais vous voyez quelle largeur ça va couvrir. Là. Donc, on parle du centre de coiffure, le Luberlu maintenant, qui est ici, jusqu'où il y avait, à la limite de la pharmacie proxime, là, donc friandises, qui, je pense, est fermée malheureusement, mais peu importe, jusqu'à la pharmacie. Donc, c'est une imposante structure accès universel qui va couvrir l'ensemble de ces portes-là et de ces 3 bâtiments-là. Donc, c'est pour ça qu'ici aussi, il a fallu, ça faisait partie des restrictions qu'on avait au niveau de l'aménagement de la commune. Donc, le restant, c'est pas mal les esquisses pour vous donner une image visuellement qu'est-ce que ça va représenter une fois les travaux terminés. Que si vous voyez, vous avez passé récemment, le tout se remet en branle tranquillement pas vite. L'entrepreneur est présent sur le chantier présentement et se prépare à la finalisation des travaux. J'ai couvert pas mal plus le tronçon de principal à Mercier, mais ici on voit là, ce qui va s'en venir dans les prochains mois au niveau de l'autre, la phase 2 de principal à la 4e rue. Donc ça va être des aménagements qui sont similaires avec du stationnement parallèle et du 45 de l'autre côté aussi, puis des avancées de trottoir. Ça, c'est la traverse pour aller vraiment à la place centre-ville. Donc oui, celle-là aussi, il faudrait la sécuriser. Et ça, c'est le coin de la maison de la culture. Donc, j'ai défilé vite, là, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez vous poser. Madame, une question? Pourquoi les stationnements de 2 heures sur les 2 sections, pourquoi ils n'ont pas rendu à la caisse à la place de mettre 30 minutes à la place pour pouvoir prendre l'étiquette là, parce que le monde pense que c'est 2 heures à longueur. OK, dans quel coin plus précisément? Oui. Est-ce qu'il faut que je ne rentrerai pas dans le détail? Ouais. Je ne rentrerai pas nécessairement dans tout le détail de la gestion du stationnement, du temps de stationnement, parce que c'est quand même assez complexe, puis ça a fait l'objet aussi d'une certaine consultation et des commentaires des commerçants et de la Chambre de commerce et tout ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 types. Là. Il y a du courte durée et du longue durée dans du stationnement. Donc là, il y a eu un compromis entre les deux. Donc, quand on parle de rendez-vous peut-être au guichet automatique, aller au guichet automatique, aller à la poste, donc c'est tout du courte durée que les gens ont besoin de ce genre de stationnement-là. Donc, on veut plus une fluidité
pour ces petits arrêts-là. Donc, c'est pour ça que cette zone-là était de 30 minutes, alors que l'autre, peut-être plus bas, vers le pont entre Première Rue et Mercier, bien là, c'est des coiffeuses, c'est rue du vêtement, tout ça. Donc, la durée s'est extendue jusqu'à 2 heures. Bien, la zone se termine proche de l'école Ouvrac. Là. Nous, il fallait quand même s'assurer d'un certain nombre de cases, mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire courte durée, longue durée, courte durée, longue durée. Donc, c'est un compromis normalement en fonction du type de commerce qu'il y avait dans la zone. Pourrais-tu préciser, peut-être juste, qu'est-ce qui va être touché, par l'accessibilité universelle, mettons sur le tronçon actuel entre Mercier et Principal? Bien, c'est pratiquement tous les commerces. Tous les commerces, OK. Et est-ce que vous avez un échéancier là, plus précis maintenant sur ces aménagements-là au niveau de l'accessibilité universelle? Oui, bien là, vous avez vu, l'entrepreneur est déjà à préparer certains travaux. Au niveau des accès universels, ils vont commencer plus à se préparer la semaine prochaine. Et c'est beaucoup de structures, donc à date, il est prévu qu'autour de la mi-juillet, donc ce qui coïncide avec les vacances de la construction. Là. Donc, on espère bien que pour les vacances de la construction, ça soit terminé. Pour les vacances de construction, oui. Ça devrait être terminé, incluant la couche d'asphalte supplémentaire qui n'a pas été finalisée cet automne. Exact. Parfait. Et si on parle de la phase 2, l'échéancier provisoire, oui, je ne vais pas le mettre en boîte. Là, pour ce qui est de la phase 2, les discussions sont encore là, mais il y a de plus en plus de fortes chances. Oui, on est toujours en train de finaliser le montage financier, mais il y a de fortes chances quand même qu'il y ait des travaux en 2019. Donc, si c'est le cas, les travaux devraient débuter quand même tôt en juin. Bien qu'on sait qu'on arrive proche du mois de juin, mais pas longtemps dans les premières semaines de juin. Et ça dure 20 semaines qu'on a planifié, donc c'est vraiment jusqu'à la fin octobre, jusqu'au premier match. Est-ce que les gens ont d'autres questions? Ça va? Parfait. Merci, Régis. Alors, j'aimerais qu'on remercie je vais appeler ça des panélistes. Joël Dion, Mme La Rochelle, Joël Dion, Joanne Delisle et Régis Fortin. Et on se donne rendez-vous pour ceux qui, c'est sûr que vous voulez peut-être pas entendre la deuxième présentation qui sera à peu près la même ce soir 19h. Mais si vous avez des amis qui avaient des interrogations, invitez-les à venir assister ce soir 19h à cette présentation également. Merci infiniment de votre présence.